Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir. Thierno Souleymane Diopnian. Bonsoir Thierno. Bonsoir Aline. Tout à l'heure, en seconde partie, nous recevons Cher Foot Style, qui est un freestyler dont les vidéos sont visionnées des millions de fois à travers le monde, ainsi que le rappeur, auteur, compositeur, interprète Rex T, qui viendra nous présenter son nouvel album African Style. Mais tout de suite, nous allons recevoir un enseignant-chercheur en modélisation mathématique, système d'information et applications informatiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il dirige également Bajordo, un groupe de recherche sur le patrimoine intellectuel sénégalais. Il publie l'essai intitulé « Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données au Sénégal ». Nous recevons le professeur Mamadou Yourissal. Nous recevons également une sage-femme de métier très tôt préoccupée par le statut des femmes dans la société. Elle vient de publier aux éditions Seguima le roman intitulé Kani, une innocence trahie. Nous accueillons Madame Fatou Sow-Seck. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Nous allons commencer par vous, professeur. Vous venez nous présenter cet essai qui est intitulé « Potentialité des diplômés d'Al-Azhar, l'analyse des données du Sénégal », qui est la deuxième édition de cet ouvrage-là. Mais à chaque fois, je me dis que c'est un ouvrage dans un ouvrage, en fait. Parce que je pense que les potentialités des diplômés d'Al-Azhar, c'est juste un prétexte pour parler de ce problème qui est un de vos chevaux de bataille, quand même. C'est le rôle que jouent les diplômés arabophones au Sénégal. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, vous nous prouvez, comme à chaque fois, hein, avec les chiffres à l'appui, qu'ils ne sont peut-être pas utilisés comme ils devraient. Effectivement, je voudrais d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs du dimanche soir, qui est très regardé, j'espère, par tous mes amis du monde musulman et arabe. Et effectivement, vous avez raison de le dire, c'est un cheval de bataille qui date de longtemps, mais c'est la place du système éducatif qui est là depuis plus de 1000 ans, qui a précédé le système éducatif officiel, qui est un peu marginalisé. Et c'est ça, vraiment, la raison d'être de ce livre-là, pour montrer quel est le cheminement, la trajectoire de ceux qui ont fait ce système éducatif-là. Qu'est-ce qu'ils deviennent en quittant les pays? Ils sont obligés de quitter les pays avec une trajectoire de contournement pour revenir diplômés comme les autres et être reconnus. Mais c'est la trajectoire qui est longue, qui est difficile. C'est ça que je voulais montrer. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent devenir en quittant le pays? Mais ils peuvent le devenir aussi en restant, si on a la volonté de le faire. C'est ça la raison d'être de ce livre-là. Parce qu'au début, vous nous avez parlé de cette université d'Al-Azhar qui se trouve en Égypte, l'une des plus grandes universités au monde, surtout du monde arabophone. Le Sénégal est le deuxième pays africain en termes d'étudiants qui étudient là-bas, derrière le Soudan et même devant le Nigeria, qui fait quand même près de 200 millions d'habitants. Et là, on voit que malgré ça, les diplômés qui sortent de cette université ne jouent pas les grands rôles par rapport aux autres diplômés des autres pays, parce qu'on voit que les 3/4 viennent d'Asie. Le sort qui est le leur n'est pas le même que celui des diplômés sénégalais. Effectivement, ça c'était une surprise à l'une. Le fait de voir le Sénégal en deuxième position en termes de nombre de diplômés de l'Azhar. Il y a beaucoup de pays arabes. Le Sénégal ne fait pas partie du pays de la Ligue arabe. C'est le Soudan qui est presque un pays arabe. Donc, trouver le Sénégal en deuxième position, c'était surprenant. Même pour nos amis de l'Azhar, parce qu'ils n'avaient pas fouillé les statistiques. Moi, j'ai fait le tri, j'ai fait le classement, j'ai trouvé que le Sénégal arrive en deuxième position en nombre de diplômés. Et en 2003, les Sénégalais représentaient 600 Sénégalais, jeunes Sénégalais, à El Azhar.
à tous les niveaux, même primaire, moyen, secondaire, jusqu'au supérieur. C'est ça qui m'a un peu surpris moi aussi, en disant que je m'attendais à ce qu'il soit au niveau secondaire et supérieur, mais niveau moyen, même primaire, c'était un peu étonnant. Donc finalement, c'est leur système éducatif, c'est leur premier système éducatif en fait. Parce qu'ils ont fréquenté ce système, El Azhar, bien avant qu'on ait notre indépendance, depuis longtemps. Et en termes de nombre aussi, actuellement, ils sont très nombreux. Donc plus nombreux qu'à l'époque que les étudiants de Gaston Berger, qui faisaient 600. Donc je me suis dit que c'est la deuxième université au moins des Sénégalais. Et pourtant, ils reviennent avec tous les profils, avec tous les diplômes. Et souvent, on ne les reconnaît pas comme tels. Leur profil n'est pas reconnu. Ils sont orientés vers l'école normale pour devenir enseignants. Enseignants en arabe. Enseignants en arabe. Et parfois à des niveaux vraiment moyens. Niveau moyen, peut-être, ils reviennent avec un diplôme qu'on appelle licence, mais qui est un diplôme de Bac plus 4. Mais c'est l'appellation qui trompe. C'est l'appellation française qui est Bac plus 3. Mais là-bas, licence, c'est Bac plus 4. Non, mais même ici, au départ, licence, c'est ce qu'on appelle après la maîtrise. Effectivement. Première année de licence, ils deuxième année de licence. Ils ont tout fait pour rectifier, ça ne marche pas. Donc, ils sont considérés comme diplômés de Bac plus 3. Donc, ils sont recrutés au niveau moyen. Et toujours enseignants, avec vraiment des positions parfois très frustrantes. Et là, qui en perd? Ce n'est pas eux. Ils reviennent ingénieurs agronomes, parfois médecins, mais les médecins souvent sont dans les pays arabes. Il y en a un qui est rentré, c'est Ousmane Dem, qui a occupé une position, mais c'est rare. Mais quand ils sont médecins, ils vont ailleurs, ils sont recrutés ailleurs, ils ne reviennent pas. Ils sont informaticiens, des gens comme moi, par chance, qui trouvent un poste à l'université. Mais parce que vous êtes passé, vous, par la France également. Oui, je suis passé pour avoir une peinture bleu, blanc, rouge. C'est ça que je dis. Et quand je regarde mes collègues qui n'ont pas cette peinture-là, ils ne sont pas reconnus. C'est la seule différence. Moi, je suis passé en France, prendre une peinture bleu, blanc, rouge, et je reviens, je suis reconnu, je suis intégré. Mais ceux qui n'ont pas cette peinture-là ne sont pas intégrés. Pourtant, nous avons fait la même école. Et certains sont restés comme enseignants en mathématiques en France, malheureusement. Absolument. Comme le disait Senghor. Parce qu'on a eu quelqu'un qui était recteur de la faculté des sciences, je pense, le professeur Sankhare. Doyen. Le doyen, exactement, le professeur Sankhare, et lui qui était arabisant, et qui allait, je pense, en Allemagne, qui a fait des études en mathématiques, qui était professeur de mathématiques, et qui a eu à peu près peut-être un parcours similaire au vôtre. Mais là, peut-être à la décharge des autorités sénégalaises, vous nous avez dit que quand le responsable de l'université Al-Azhar est venu au Sénégal en 1995, le constat qu'il a fait, c'est que tous les diplômés d'Al-Azhar n'avaient pas un rôle prépondérant dans la vie politique ni dans la vie économique du pays, qu'ils étaient plus dans des associations islamiques et des choses comme ça. Et à partir de là, il a commencé à intégrer les étudiants dans les autres filières. Parce que jusqu'à présent, il faut reconnaître que les étudiants étaient le plus souvent dans les filières islamiques, je dirais. Parce que c'était ces filières-là qui étaient, je pense, qui étaient gratuites, qui étaient subventionnées pour nos étudiants. Toutes les autres filières étaient payantes. Et peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, par rapport à ces 10% de Sénégalais qui étaient à Al-Azhar, quel est le pourcentage, vous ne l'avez pas peut-être précisé, le pourcentage de gens qui n'étaient pas dans ces filières islamiques. Peut-être qu'ils n'étaient pas nombreux et que le gros du lot, c'était des gens qui avaient fait des études de charia. Permettez-moi de dire bonjour au professeur Sangaré. C'était mon modèle. C'est à cause de lui que j'ai pris l'orientation de faire des sciences. On n'osait pas le faire. Parce qu'il y avait un arabisant quelque part qui a osé faire la filière scientifique et qui est allé jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai osé. Parce qu'on va là-bas sans rien, vierge en sciences mathématiques, parce qu'on ne l'apprend pas ici. Donc il faut oser quand même s'orienter vers ces filières-là. Il vient d'être primé. Il a un prix comme meilleur contributeur en mathématiques en Afrique, le Sangaré. Donc, toutes mes félicitations au professeur Sangaré. Effectivement, on ne s'est pas mis à table pour réfléchir sur notre système éducatif. On a attendu les années 80 pour organiser des états généraux d'éducation. Comme si ce qui était là, après l'indépendance, était bon. Parfait, rien à dire. Le système officiel qu'on a hérité est bon. C'est notre système éducatif. Et les autres ne l'ont pas fait. Il y a eu quand même une œuvre de rectification, de révision. On a notre indépendance, révisons quand même ce que nous devons réviser. Le système économique, le système politique, peut-être ce n'est pas très grave, mais le système éducatif, il fallait coûte que coûte réviser et revoir ce qu'on a hérité. Parce que ça, c'est le socle
qui fait la société. Les autres systèmes, on peut retarder. Mais attendre jusqu'aux années 80, après le départ de Senghor, pour revenir et réfléchir sur notre système éducatif, c'est ça qui nous a retardés. Ce que vous dites là est vrai. Tous les Arabes ont la même logique. Dire qu'on forme les Africains pour qu'ils rentrent prêcher l'islam et devenir propagateurs de l'islam. C'est ça, eux, leur politique, leur vision. C'était ça aussi à Al-Azhar. Les Africains qu'ils reçoivent, c'était pour les former, qu'ils deviennent de bons prêcheurs. C'était ça le but du jeu. Mais les Africains, surtout les Sénégalais, ont quitté le pays pour avoir du savoir, tout simplement. Et dans tous les domaines. Et nous tous, moi, j'ai fait Al-Azhar 2 ans en sciences mathématiques. C'est comme ça, il n'y a que 2 branches, sciences maths et sciences littéraires. Moi, j'ai opté pour sciences maths. Mais je savais qu'il me restait 1 an pour faire le bac. Et si je fais le bac, même si c'est en maths, on va m'orienter dans les facultés islamiques. J'ai quitté Al-Azhar pour aller à l'université du Caire, pour regagner le système officiel. Absolument. Moi, j'ai fait le système officiel, pas Al-Azhar. C'est différent. Donc, c'est là que j'ai pu faire mon bac scientifique et j'ai intégré la faculté de sciences. Mais c'était la politique d'Al-Azhar, mais parce qu'on avait une convention avec le Sénégal. Le Sénégal n'a pas renouvelé la convention. Donc, pour intégrer les autres facultés dites modernes, traduction, un système d'éducation, sciences, il fallait payer cher. C'était payant. Parce qu'on n'a pas de convention, on n'est pas pays membre de la Ligue arabe. Le Sénégal n'a pas renouvelé la convention. Donc, ils ont demandé au Sénégal, si vous voulez intégrer les facultés dites modernes, il faut payer cher. Ils ne pouvaient pas payer. Mais quand même, on a eu des familles qui ont investi. On a eu des Sénégalais qui ont fait les HEC d'Al-Azhar. Et vous en connaissez certains. Vous connaissez Ahmed Badayoun Mbacké de Rawd Rayahin. Il a fait HEC d'Al-Azhar. Il y a certains moments du Diallo Ousmane Sow, ils ont fait HEC d'Al-Azhar. Ils ont payé cher. Comment? Avec leur famille. Mais ce n'est pas l'État du Sénégal qui a payé, parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Faculté de sciences, j'ai un collègue qui est enseignant en maths aujourd'hui en France. Il s'est donné les moyens de trouver. Sinon, ils allaient bloquer les résultats. Ils ont bloqué, à un moment donné, tous les résultats des Sénégalais qui ont fréquenté la faculté moderne parce que leur État ne paye pas. Eux, ils ne peuvent pas payer. Donc, on a masqué les résultats. Ils sont rentrés sans résultat. C'est l'ambassadeur qui a attesté. Ils ont fait telle faculté. Ils ont eu de bons résultats. Ils sont rentrés sans diplôme. Sans diplôme parce que leur État n'a pas payé. Donc, il ne faut pas essayer de douaner nos autorités. Franchement, c'est la volonté politique qui manque. On passe à côté en disant que, c'est ça qui est intéressant à Lyon, en disant que, imaginez que la confiance sociale est investie sur ce système éducatif-là. Toute la confiance sociale, vous êtes très bien placé pour le savoir, toute la confiance sociale. Je l'ai dit sur, enfin, on m'a invité dans beaucoup de radios et télé, j'en ai parlé. Je dis, la confiance sociale est entre les mains de ceux qui ont fréquenté ce système éducatif-là. Maintenant, la confiance de l'État est entre ceux qui sont sortis de son système officiel, c'est normal. Mais il y a un hiatus. Cet écart-là nous pose problème. La confiance sociale est quelque part, l'élite sociale est quelque part, mais l'élite officielle est de l'autre côté. Et les discours, parfois, sont conflictuels. C'est ça qui est grave. Donc, il faut œuvrer pour avoir un système, pas, on dit inclusif, mais intégré. Inclusif, c'est comme s'il y a un système qui est là, qui est référentiel, qui va inclure l'autre. Et là, pour certains, c'est le système officiel qui doit inclure les autres. Non, le système officiel n'est pas parfait et que les gens n'ont pas adhéré à 100% au système officiel. Donc, il faut revoir tout pour avoir une école intégrée qui permet à tous les Sénégalais d'acquérir le savoir dans tous les domaines. Non seulement il n'est pas officiel, mais il n'est pas antérieur. Je pense que le système arabo-musulman est antérieur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le gros de votre ouvrage, c'est des tribunes socio-religieuses avec beaucoup de réflexions par rapport à toujours ce même thème-là. Et je vais passer la parole peut-être à mes camarades pour en parler un peu plus, en commençant par Laura. Merci. Bonsoir professeur, merci, bonsoir. Félicitations pour votre ouvrage. Un ouvrage qui pose un certain nombre de questions auxquelles vous tentez très justement d'apporter des éléments de réponse. J'ai trouvé que c'était en tout cas très bien sourcé. Il y a une 60aine de sources quand même pour comprendre des sources sur l'enseignement en fait arabo-islamique ici au Sénégal. Donc j'ai trouvé ça très bien. On comprend mieux aussi avec votre ouvrage l'attachement des Sénégalais à la culture arabo-musulmane et c'est une invitation finalement à se pencher sur la relation scientifique entre l'Égypte et le Sénégal, la place des arabisants dans la société, comme on l'a dit, comment en tirer profit. Et il y a un questionnement il y a un certain nombre de questions qui m'ont intéressée évidemment dans votre ouvrage, mais particulièrement celle sur la laïcité à la sénégalaise que vous évoquez.
et la religiosité dans la société. Donc, j'aimerais en fait que vous, si c'est possible, que vous nous disiez un mot sur cette partie de l'ouvrage. Comment vous avez décidé de l'aborder, donc cette question de la laïcité à la sénégalaise, et pour que nos téléspectateurs peut-être puissent un peu comprendre de quoi il s'agit. Merci beaucoup pour cette question. En fait, je n'arrive même pas à définir la laïcité à la sénégalaise. C'est une façon de parler. Je l'ai appelée laïcité enturbanée, parce qu'on a du mal à l'assumer. On veut se démarquer de la France, qui est anticléricale, anti-presque église, mais on n'a pas encore trouvé nos marques. On a des difficultés, il faut le dire. L'enseignement, on dit que c'est laïque. Donc on ne veut même pas ouvrir une faculté de théologie. D'accord. Mais il y a des mosquées à l'intérieur de l'université. Il y a des daïras partout. Sauf qu'on ne peut pas, sur le plan scientifique, ouvrir une faculté de théologie ou bien de sciences islamiques. Qu'est-ce qui nous l'interdit? C'est la laïcité. On veut dire que l'enseignement est laïque, c'est pour cela, c'est le seul argument. Mais on a toléré des mosquées à l'intérieur et des daïras chaque vendredi. C'est vraiment le lieu le plus vivant en termes de religiosité de l'université aujourd'hui. Tout le monde le sait. Et même il y a des conflits tout le temps. Nous, à l'UGB, on a eu des mosquées fermées parce qu'il y a eu des conflits. Donc on a du mal à trouver notre marque. Et ce qui m'a un peu... Enfin, ce qui me pousse à me poser des questions, ce n'est pas pour définir, c'est pour m'étonner. Vous savez, nous sommes un pays plus musulman que l'Égypte. L'Égypte a 8% de chrétiens. Hein. Donc, en termes de proportion, nous sommes un pays, enfin, par rapport à l'Égypte, nous sommes un pays musulman, quand même, on peut le dire, en termes de proportion statistique. J'ai fréquenté la Malaisie, ils sont 60% des musulmans. Mais leur façon d'assumer leur islam m'a séduit. Sans complexe. Toutes les autorités, s'ils sont musulmans, ils l'assument. J'ai assisté à une conférence mondiale sur les statistiques. Mahathir l'a présidé. Quand il a commencé son discours par Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, après il continue avec leur langue, j'ai un petit ticket. Il dit, ah, ça. Et pourtant, ce n'est pas grave. C'est sa religion qu'il assume. Il n'y a aucun problème. C'est comme un Sadio Mané qui marque un but, qui fait sa prosternation. Mais chacun assume ce qu'on nous dit là-bas, au centre et tout ça. C'est leur débat à eux. Mais nous avons notre religion. Nous l'assumons tout simplement. Si on est chrétien, on l'assume, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas ces termes ostentatoires ou tout cela. C'est ça qui manque. Donc j'ai du mal à définir, à trouver des contours dans notre laïcité. Et on tâtonne, nous tous nous tâtonnons. Dans ces tribunes, vous verrez une tribune avec Abdou Diouf dès son avènement. Et nous tous, ça nous a marqué, tous les arabisants. On a un président, Léopold Senghor, qui est là, qui assume quand même son penchant pour tout ce qui est philosophie grecque et tout. Et ses discours sont illustrés par ça, sa culture gréco-latine. C'est normal. Abdou Diouf vient, peut-être il va montrer autre chose. Il va à Taïf, le premier sommet de l'OCI. Il veut illustrer son discours, on le comprend. Mais il peut rester dans le français. Mais il veut l'illustrer par la langue arabe. Et pourtant, c'est le métissage qui devrait être ordinaire au Sénégal. Un Sénégalais, pour moi, il a commencé à le dire, un système qui est là depuis plus de 1000 ans. Depuis le 8e siècle, on a constaté qu'il y a quelques bribes de ce système d'enseignement-là. Depuis le 8e siècle, un siècle après l'islam. Un Sénégalais, pas forcément musulman, doit avoir cette culture-là qui lui permet de pouvoir lire le Coran. Ce sont des compétences, ce n'est pas une question de la culture islamique. C'est comme si vous vivez en Israël et vous avez quelques cultures judaïques. Ou bien en France, judéo-chrétienne, comme il dit, c'est leur base. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien ou non, mais c'est la culture qui est là. En Égypte, les chrétiens, moi j'étais avec des chrétiens dans une classe, mais quand on dit faites la prière, il faut la agnas, mais les chrétiens comprenaient quand on dit faites la agnas, c'est la prière tout simplement. Ils prient avec leurs moyens de prière. Parce que ce n'est plus maintenant religieux, mais c'est une façon de parler. Ce sont des valeurs qui sont diffuses dans la société. Donc c'est ça, pour résumer, pour ne pas aller trop loin, de dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, je ne parle pas des statistiques et de tout cela, les valeurs islamiques sont diffuses dans notre société. Ils sont confondus souvent même avec les valeurs traditionnelles. On n'arrive pas à les séparer difficilement parce que ça y a très longtemps. Mais il faut assumer ce que nous sommes et être à l'aise et préparer nos gosses à vivre aisément et s'épanouir dans cette société-là parce qu'ils ont les bases, les compétences nécessaires pour y vivre. Je ne peux pas comprendre, moi, un collègue, docteur ou bien professeur à l'université, à certain âge, parce qu'il a besoin maintenant de la religion. Il vient me dire que voilà, Ayatul Kursi, vraiment j'ai du mal, je n'ai pas confiance en moi. Est-ce que ma façon de réciter Ayatul Kursi, est-ce qu'elle est correcte? Il est professeur, il est né ici, il a grandi ici. Ah, mais c'est déjà bien quand même.
Oui, au moins, il fait cet effort. Je reproche à ce système-là. Il a vu grandir, il sait qu'il aura tôt ou tard besoin de ça, de ces compétences-là, de pouvoir lire en caractère arabe. On ne lui a pas donné ça. C'est ça qui m'a étonné. Ibrahim Fall l'a dit, je l'ai dit dans un livre. Ibrahim Fall, ancien ministre des Affaires étrangères, il a dit, j'ai pu travailler avec toutes les langues pratiquement, que j'ai apprises au lycée. Anglais, français, peut-être d'autres langues, je ne connais pas. Mais j'ai du mal à travailler avec l'arabe. Bizarre. Même lui, il a dit que c'est bizarre. L'arabe devrait être quand même une compétence de base de tous les Sénégalais, comme ça l'est au Tchad. Mais on n'a pas voulu assumer cela. On l'a dit depuis longtemps. Les choses s'accumulent. Mamoussé l'a dit. On ne peut pas éliminer. On accumule. Tout est à nous. Ce que l'Orient nous a apporté est à nous, ce que l'Occident nous a apporté à nous. Mais il faut bien l'assumer et le digérer. Il ne faut pas essayer d'écarter une partie en disant que oui, ça peut-être c'est dans le domaine. Non, non. On va vraiment priver nos enfants des moyens de vivre aisément dans cette société-là et d'assumer leur sénégalité. Clairement. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bon, je dois vous féliciter pour cet ouvrage, parce que pour moi, c'est un ouvrage scientifique très important. Il est très bien écrit. Il donne beaucoup d'informations parce que, comme l'ont dit mes collaborateurs, mes collègues, c'est vraiment un panier d'informations sur déjà les diplômés sénégalais, en tout cas africains, qui ont fréquenté cette très grande université. Mais c'est surtout aussi une réflexion sur l'islam politique, sur les grandes figures islamiques, sur un peu la place de l'islam dans notre société. Vous avez parlé tout à l'heure d'un peu d'aujourd'hui de cette culture islamique qui est en nous depuis très longtemps et que nous devons assumer quelque part. Et vous avez aussi parlé un peu de notre rapport avec la France. Si je m'arrête d'abord là, je suis d'accord avec vous. C'est que la France, depuis très longtemps, depuis notre collision avec ce pays-là, ne cesse d'influencer notre marche à tous les niveaux, politique, économique, social. Et que cette France-là, quelque part, nous empêche de nous assumer, de faire émerger nos propres potentialités. Vous avez raison. Par contre, ma première question, elle vient là. Et c'est dans votre ouvrage. Quand vous dites, et vous convoquez l'ex-premier ministre du Sénégal à la page 64, je ne sais pas si c'est lui qui le dit ou c'est vous qui le dites. Quand vous dites que c'est quel premier ministre? Seulement, vous parlez de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Vous dites l'ex-premier ministre, sachant que le Sénégal est né d'un double viol, oriental d'abord, occidental ensuite, tient culturellement à reconnaître pour l'assumer cette filiation extraordinaire. Moi, j'ai un problème. J'ai été choqué. Viol. On a été violé? Comment? C'est la colonisation que j'appelle viol, parce que quand même c'est violent quand même. Pour moi, la colonisation est violente, hein, parce qu'il est vrai que je ne devais pas comparer les deux, et je les sépare tous les deux, mais quand même, c'est qualifié comme ça ailleurs. La colonisation est plus dure même que le viol. Il y a plus que le viol, la colonisation. On emporte notre personnalité, notre tout, et c'est ça qui nous amène là où nous sommes. Et là, ce que vous dites là, Thierno Souleymane, vous êtes bien nommé. J'aime bien votre nom. Mais Thierno Souleymane, il y a un problème. Je ne reproche pas à la France. Je me reproche moi-même et je reproche aux Sénégalais. Maintenant, nous sommes indépendants. La France, quand même, c'est visé, c'est finalité. Nous sommes libres. C'est ce que je dis. Rien ne nous empêche d'ouvrir une faculté de sciences islamiques pour former nos gosses à avoir une vraie connaissance islamique. Pourquoi les envoyer ailleurs? Ça, ce n'est pas la France. La France peut ne pas avoir de faculté de théologie, s'il veut, de sciences islamiques. Mais nous, est-ce que c'est la France qui nous l'interdit? Je suis d'accord avec vous. Mais je tiens aussi à vous dire, et vous l'avez rappelé dans votre ouvrage, nous avons une longue tradition islamique. L'université de Pire, cette très belle université des années 1600, qui a malheureusement, la bibliothèque a été brûlée comme la bibliothèque d'Alexandrie. Mais je veux dire que la présence islamique, elle est là depuis très longtemps. Et vous l'avez rappelé déjà, l'islam a irrigué la révolution de Thierno Souleymane Baal, n'est-ce pas? Lui, c'est un vrai Thierno, n'est-ce pas? Et ça, c'était en 1776, avant la fameuse révolution française. Et vous l'avez même dit quelque part, c'est que grâce à ce mur islamique
l'éducation française n'a pas fait les dégâts escomptés de l'autre côté. Et donc, nous sommes restés droit sur nos bords. Et c'est pourquoi moi, j'aborde la seconde question. Et c'est vous l'apportez quelque part. Vous dites que quelque part, quand on évoque le traitement des talibés, quand on parle de mendicité, etc., ça choque parce que c'est comme si de l'autre côté, ils nous instrumentalisent, ils nous disent non, c'est les droits des enfants, etc. Moi, personnellement, je pense qu'on peut éduquer les enfants, on peut les former, les formater, les édifier sans les violenter. Parce que j'ai donné l'exemple la dernière fois ici. On a au Sénégal un homme qui est décédé qui est parti en 2007, c'est le 5e khalife général des Mourides, qui a formé, qui a mis en place, qui a fait essaimer énormément de dara dans ce pays-là, et personne n'ose lever le plus petit doigt à l'encontre d'un enfant. Donc ce n'est pas forcément quelque part de l'instrumentalisation, ou bien Ça, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question-là, je n'ai pas défendu tout cela. Moi je dis le contraire, c'est le livre. Le livre, c'est de dire que qu'est-ce qu'ils peuvent devenir ces enfants. Parce que le focus que vous mettez, souvent c'est la presse, le focus qu'on met, quand on parle de ce système éducatif-là, c'est la mendicité, c'est les talibés. Nous venons de sortir d'un congrès dans le Fouta. Vous l'avez bien peut-être vu à travers les médias. Un congrès qui a réuni, pas les talibés cette fois-ci, mais les étudiants ou bien les maîtres coraniques ou bien les universitaires de ce système éducatif. On ne les montre jamais. Soit on montre les talibés, ou bien on montre les marabouts qui frappent les talibés. Mais ceux qui sont entre les deux, qui étudient, qui sont à un niveau supérieur, on ne parle pas d'eux. Ce sont ceux-là qui vont à El-Azhar revenir diplômés. Ce sont ceux-là qui ont fondé l'état de droit dont vous parlez, la révolution. Ce sont les Sandadji. On les appelle les Sandadji, les Magoudara. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les talibés mendiants. Mais maintenant, tout le monde aime, parce que nous sommes en ville, nous sommes des citadins. Effectivement, c'est très choquant de voir des gosses, ça choque tout le monde. Tout le monde. Moi, je suis passé par là. Moi qui vous parle, je suis passé par le système éducatif des Dara, ici à Dakar. J'ai mangé et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Oui, mais vous êtes... Mais je ne défends pas ça, je ne défends pas la mendicité. C'est que, il ne fallait même pas amener le débat ici. C'est ça que je voulais éviter en parlant des diplômés, en montrant qu'il faut quand même voir globalement. Ça, c'est le focus des ONG qui viennent nous dire, voilà, je suis d'accord avec, je les appelle ça, vraiment, comment on l'appelle, c'est des enfants vagabonds. Je suis contre le vagabond des enfants. Les enfants vagabonds, ils sont partout. Ils sont au Brésil, ils sont... J'étais en Portugal, je sais qu'il y a des enfants vagabonds. Il y a, dans tous les pays, il y a des enfants vagabonds. Je ne parle pas des enfants talibés, des enfants vagabonds. Pour moi, un enfant qui est à midi quelque part, ce n'est pas un talibé. C'est un enfant vagabond. Personne ne peut le défendre. Ça, ce n'est pas la peine de créer un débat sur un débat. Tout le monde est contre. Professeur... Mais mon intérêt, mon intérêt, c'est de dire... Regardons le système éducatif lucidement. Le système éducatif qui est là depuis plus de 1000 ans, je l'ai dit. Et c'est le système éducatif qui a produit des gens qui ont révolutionné le Fouta, qui ont mis en place un État moderne que l'Europe nous envie. C'est bien avant la révolution du Fouta et bien avant la révolution américaine, qui a commencé effectivement en 1775, mais ils ont eu leur indépendance en 1783 à Versailles. Exactement. Bien après la révolution française de 1789. Donc la révolution du Fouta précède ces révolutions-là. Absolument. En plus, les valeurs qui sont à l'intérieur, la norme qu'ils ont mis en place, les frontières qu'ils ont tracées et les valeurs qu'ils ont défendues dépassent de loin les valeurs qui sont défendues là-bas, aux États-Unis. L'esclavage est resté avec notre constitution. Ils ont gardé l'esclavage, ils l'ont gardé. Même chose que les Français, la colonisation est restée, mais ici c'était banni. L'esclavage était combattu. Ils ont la tyrannie, la dynastie était combattue, était éradiquée. Il n'y avait plus de dynastie, c'était l'élection. Donc, ce n'est pas comparable. N'ayons pas de complexe. Moi, quand je parle du système éducatif là, qui a tellement de valeurs, j'en parle globalement. Je ne vais pas mettre vraiment le focus sur les gosses qui sont à Dakar, à Thiès, en ville. Je suis contre tout cela. Mais ce n'est pas ça qui fait le système éducatif classique. Je suis d'accord avec vous. Donc, il ne faut pas amener, tout le temps ramener le débat à ce niveau-là. Parlons de ces diplômés qui sont passés par ces daras-là, qui ont quitté la rue et qui sont devenus maintenant, il a dit, il a parlé du professeur Sangaré. Je ne parle pas des marabouts. Tous les grands marabouts qui sont vos références sont passés par ces daras-là. Professeur, je vais encore... prendre une petite parcelle de ça avec les ONG là et nous créer des débats inutiles pour ça. Non, mais professeur, c'est un peu énervant. Professeur, on va s'entendre et on va s'écouter. Oui. Vous l'avez souligné, vous l'avez mis dans votre ouvrage, c'est pourquoi j'en parle. Je ne dis pas que je vais mettre le focus sur ça, mais je veux dire, vous avez dit qu'on se parle en tant que Sénégalais. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que quand vous parlez aujourd'hui de ce legs lourd qui nous vient de la France, vous prêchez en convaincu. Tout ce que vous dites là, vous prêchez en convaincu. Nous n'avons pas besoin d'un apport exogène pour émerger. Mais ces enfants-là,
sont nos enfants, vivent dans la rue, qu'un seul soit maltraité, c'est toute la nation qui est maltraitée. Et ça, moi, je le dis et je l'assume. Quelle que soit la personne qui sera devant moi, je le dirai tout le temps. C'est ce que je dis. L'autre chose que je dis, en fait, j'ai entendu un jour Souleymane Bachir Diagne le dire, et c'est important. Il a dit que l'arabe, c'est la langue du Coran, mais l'islam, c'est toutes les langues. Et ça aussi, c'est très important. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, qu'on mette l'arabe peut-être dans notre système scolaire. C'est présent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en mettant l'arabe dans notre système scolaire, est-ce qu'on acquiert forcément les valeurs islamiques dont vous parlez? C'est un peu, quelle est la nuance aujourd'hui? Est-ce que, parce que vous le dites aussi quelque part, pour ne pas être contradictoire, vous parlez des langues nationales. L'arabe n'est pas une autre langue nationale. N'est pas, en tout cas, les langues qui ont sécrété le Sénégal depuis très longtemps. L'arabe nous vient d'ailleurs. Donc, si on veut un débat scientifique, on va assumer jusqu'au bout ce qu'on dit. Est-ce que c'est l'Orient ou est-ce que c'est l'Occident? Vous l'avez dit, il ne faut pas qu'on s'oriente, il ne faut pas aussi qu'on s'occidentalise. Il faut qu'on trouve notre identité. C'est laquelle? Est-ce qu'on est un carrefour de tout cela? Il faut qu'on le dise. Ou est-ce qu'on est nous-mêmes quoi? On est sécrété par notre histoire, par nos traditions, ou par nos combats, ou par nos propres identités. Moi, c'est ça que je veux dire. On va terminer avec ça. Non, nous sommes d'accord, mais... Heureusement, on est d'accord. Mais il ne faut pas... Il faut qu'on soit d'accord, d'être en désaccord aussi. C'est ça qui a fait avancer un débat. Heureusement. Non, voilà. Je vous dis, j'aime bien votre nom, parce qu'il y a des choses qui sont derrière. Souleymane Bachir Diagne n'est pas le premier à dire ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit qu'il c'était le premier. Oui, non, d'accord. Calmons-nous, cher Souleymane. Il y a des difficultés peut-être, quelque part. Vous n'avez pas fini de lire le livre. J'ai tout lu. Ah, alhamdulillah. Ce qu'on différencie pas souvent, c'est les caractères arabes et la langue arabe. Je l'ai dit, quand on a qualifié, surtout la thèse d'Ahmad Samba a trompé beaucoup de gens, la liberté d'expression arabe. Il a parlé de la littérature d'expression arabe. Et dedans, il y a Seyid Moussaka. C'est pas l'expression arabe, ça. Seyid Moussaka, c'est pas l'expression arabe. C'est écrit en caractère arabe. C'est un caractère arabe. Donc la nuance est là. Peut-être c'est ça qui vous a emporté. Moi, je ne défends pas la langue arabe. Je dis, on a pu quand même, avec l'Orient, pu rester nous-mêmes. Enseigner avec nos langues. Nous enseignons avec nos langues jusqu'ici. Hein. On n'a jamais enseigné avec d'autres langues. En plus de cela, on a utilisé les caractères qui nous viennent d'ailleurs, ce qu'on n'a pas pu faire avec l'Occident. Vous m'entendez, Ken Souleymane? Je vous suis. C'est pas de l'arabe, ça. C'est ça aussi qui m'a un peu séduit dans ce système éducatif-là. Nous sommes restés nous-mêmes. Effectivement, la langue arabe et le système éducatif avec des valeurs islamiques sont venus. Mais ce que nous étions nous-mêmes, pour moi, nous l'avons gardé. Nous avons gardé nos langues et tous ceux qui ont fréquenté cette école-là parlent mieux les langues nationales. Et nous avons émancipé nos langues. Parce que quand on écrit souvent avec les caractères arabes, les gens confondent, parce que vous l'avez dit, c'est la langue du Coran, disent que votre langue-là est une langue de paradis. C'est pour cela que les Peuls ont beaucoup utilisé ça. C'est au Fouta Djallon qu'on a commencé à écrire ça, à écrire en pulaar. Parce qu'ils voulaient émanciper la langue pour que la langue devienne une langue de paradis. Et c'est ça qui a amené ça. Vous savez, l'histoire de Cheikh Omar, les premiers historiens biographes de Cheikh Omar, c'est un pulaar, hein? C'est Mahmoud Ali Thiam, c'est Mahmoud Ayouba. C'est après que vous avez vu les autres là. Et quand vous allez fouilleter la bibliothèque omarienne en France, il y a beaucoup de manuscrits en caractère pulaar et soninké. Donc, c'est ça aussi il faut garder cette nuance-là. Cette force de nos ancêtres à rester eux-mêmes, tout en prenant ce qui vient d'ailleurs, sans rien perdre. Vous savez, le système éducatif est aliénant. Regardez ce qu'on a perdu avec l'Occident. Avec le système éducatif, on a perdu beaucoup, même nos langues. On a du mal à parler nos langues quand on est dans ce système-là, ce qui n'est pas le cas ailleurs. En plus, on nous interdisait même de réformer. Nous, on a rebaptisé les caractères, la lettre, on l'a rebaptisée. C'est pour cela, je me suis permis de dire que la lettre est là avant l'islam. On était en contact avec l'Orient bien avant l'islam, hein? Il faut le dire. Hein? Oui. Bagdad, je ne parle pas d'Éthiopie, Aksum, ça c'est longtemps, du côté Yaman. Mais quand on a traversé le désert, l'islam n'était pas encore là. Les caravanes étaient là. Bachir le dit dans sa thèse. Donc nous étions en contact avec l'Iran, Bagdad, sur le croissant fertile, très longtemps. C'est pour cela, dans notre région, on trouve des juifs. Moi, mon nom, c'est Yuri. Ce n'est pas Oudi, c'est Yuri. Et nous l'avons en commun avec les juifs. Ce n'est pas pour rien, parce que les juifs étaient dans la région. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de gens d'Orient qui étaient dans la région avant l'islam. Donc on était en contact avec l'Orient. Et c'est pour ça que j'ai osé dire que la lettre était là, bien avant l'islam. Maintenant, avec le livre, on a créé un système éducatif. Mais on ne l'avait pas. Mais avec les commerçants, on avait la lettre arabe
on avait l'utilisation même de la lettre arabe avec les commerçants, les djoula. Al-Jawwala, c'est ça, djoulde. Djouli, vous pouvez créer une corrélation entre djouli et commerçant ambulant, Jawwala, commerçant ambulant. C'était d'abord les Arabes, puis les Sarakoulés, qui étaient les relais. Donc, on a vu ce qu'ils faisaient, on a pris le nom djouli. Jawwala, c'est le commerçant ambulant, parce qu'ils étaient ambulants. Et ce sont vraiment les premiers facteurs de l'expansion de l'islam. Ce n'est pas par le sabre. Là-bas, en Éthiopie, c'est la proximité géographique, mais ici, c'est le commerce. Nous, on n'a pas vu d'arabe. Il n'y a pas un agent arabe qui est venu chez nous en Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est exactement. J'ai fait du lot. C'est un ouvrage très, très intéressant, vraiment, qu'on conseille à tout le monde. On pourrait rester des heures à en discuter. Ça s'appelle « Potentialité des diplômés d'Al-Azhar ». L'analyse des données du Sénégal. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à ça, Madame Seck, par rapport à toute la discussion. Oui, c'est vrai que c'était intéressant et ce qui a retenu mon attention, Thierno l'a dit, c'est par rapport aux enfants de la rue, qui me font, moi aussi, comme vous tous, énormément de mal. Je dis souvent que ce sont les personnes qui donnent aux enfants des pièces qui encouragent cette mendicité. On est obligé aussi, hein? Parce que, comment on est obligé? L'enfant est obligé d'amener de l'argent chez... Donc, il faut, en attendant de régler le problème en amont, il faut régler le problème du talibé tout de suite. Après, essayer de régler le problème en amont. En tout cas, moi, je ne donne jamais aux enfants des pièces. Non, c'est pour encourager. C'est pour encourager. C'est un besoin pour talibé. Je dis, non, il faut avoir de... C'est pour le bien de celui qui donne. La mendicité. Non, ça n'encourage pas. Ça veut dire que c'est avoir de l'empathie pour les enfants. Et parfois, c'est le bien de celui qui donne ça. Oui, parfois aussi, il y a des gens qui disent, je donne pour tel sacrifice. On a vu avec la grève des bateaux d'Aminata Sofal. Vous j'ai bien aimé son terme. Sexualité précoce. Moi, j'ai entendu un débat sur le mariage précoce ici. Moi, j'aurais préféré la sexualité précoce, ce débat-là, que le débat mariage précoce. Absolument. Et j'aimerais bien lui poser la question. La sexualité précoce, la majorité sexuelle, je pense, en Europe, surtout en Allemagne, en France, je pense qu'il y a autour de 13 ans actuellement. Majorité sexuelle, je pense. Nous, on est quand vous avez une relation avec une fille qui a 13 ans, si elle accepte, c'est rien, ça passe. Absolument. 13 ans, je dis. C'est ça, non? Comment? 16 ans? Oui, c'est ça. 13 ans. C'est 13. C'est de plus en plus à la baisse. En France, c'était 15, Espagne, c'était 13. Oui. C'est entre 13 ans. La sexualité précoce. Et ils sont en train de diminuer. La majorité sexuelle, c'est 13 ans. Mais ici, on nous amène un débat sur le mariage précoce au lieu de débat sur la sexualité précoce. C'est ça qu'il faut. Mais on n'est pas obligé parce que la France a non, je n'ai pas dit pour la France. Je pense que ça englobe tout. Mais pourquoi on va focaliser sur l'institution au lieu de parler de la sexualité précoce, comme elle le dit? Là, on va protéger les enfants et tout le monde. Absolument. Mais si on parle de mariage, ça c'est autre chose quand même. Parce que on le sait, hein, les enquêtes le montrent, nos filles là vraiment rencontrent les hommes très tôt. Ça c'est dans toutes les sociétés actuellement. Donc il vaut mieux les protéger. On ne parle de mariage, mais sexualité précoce, ce débat-là, pour moi, est beaucoup plus important que le mariage précoce. Oui. Mais là-bas, peut-être, là-bas, ce qu'on a importé, on parle de mariage précoce, on l'a amené ici, et nous, on devait parler de la sexualité précoce. C'est une bonne approche. Je pense que la loi de là-bas, il faut vérifier, en Allemagne et en France, la majorité sexuelle, c'est 12 ans et 13 ans. Oui, c'est avec Chiappa ou je sais pas. Ils ont abaissé. Donc on accepte que les filles aient des relations sexuelles à 13 ans, mais se marier à 13 ans, je ne comprends pas cette logique-là. Absolument. C'est vrai, c'est les filles et les garçons. Absolument. En tout cas, c'est un roman très intéressant. Kani, Innocence trahie, qui est écrit de belle manière, c'est vrai qui se lit facilement. Peut-être que, comme ils ont dit, vous avez beaucoup insisté sur la douleur, Mais c'est un premier roman. Exactement. Donc, mais c'est vraiment très, très intéressant et nous avons vraiment beaucoup apprécié votre approche. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Madame Fatou Seck. Également, toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Mamoudou Yurissal. Vous voulez aussi nous parler de l'Université du Fouta. Je pense qu'il y a un projet très rapidement de l'Université de Matam. Oui, je parlais de ça. Il y a une connexion entre les diplômés de Lazare et ceux-là. Je dis, les diplômés de Lazare sont les anciens Magoudara, Sandadji, ceux qui ont quitté parce qu'ils n'ont pas d'offre ici. Quand on a fait ce système éducatif-là, on veut accéder au supérieur, on n'a pas d'offre ici. L'offre académique est fermée. Il n'y a pas de faculté de sciences islamiques ni de théologie.
Donc on est obligé de quitter le pays, d'aller à El Azhar ou bien au Maroc ou bien à Medina. Maintenant, tout récemment, le 28 mai, comme le président a dit qu'ils vont ouvrir une université à Matam, depuis un an il l'a dit, donc les gens en ont profité pour échanger sur le projet, ce projet-là, en disant que cette fois-ci, donner l'opportunité à toute la jeunesse, ceux qui sont dans les écoles officielles et ceux qui sont dans les daras, pour s'ils veulent accéder au supérieur et qu'ils ont le niveau, qu'on leur permette d'accéder au supérieur pour poursuivre au lieu de quitter le pays avec tous les risques du monde. Amener nos enfants en Occident, comme en Orient, il y a des risques aujourd'hui, qu'on le dise. Surtout après le bac, 18 ans, c'est trop tôt pour moi. Je ne veux pas parler de tout, mais quand même, il y a des risques. Il vaut mieux avoir des offres ici. Tout récemment, ce que l'Égypte a fait, l'Égypte n'envoie jamais ses enfants à l'extérieur. Mais ils vont faire tout pour que toutes les grandes universités aient leur campus en Égypte. C'est ce qu'ils ont fait tout récemment. Si, c'est ce qu'il a fait. Il a invité tous les investisseurs scientifiques à venir s'installer, que ce soit Harvard. Je pense que c'est tout l'Orient qui est en train de faire ça. Oui. Au lieu d'exporter le reste, parce que c'est risqué. Nous faisons le contraire. Heureusement, mais je voudrais que cette université-là du Fouta soit vraiment une opportunité pour tout le monde cette fois-ci. Ceux qui sont dans les daras et ceux qui sont dans l'école officielle. C'est ça le but du congrès qu'on a organisé à Kilogne. Kilogne, c'était la capitale du Fouta, du temps des Almamis. Et c'est pour cela qu'on s'est réunis là-bas. Avec beaucoup de Sandaï, ils n'ont pas souvent la parole. Parce qu'on parle des marabouts et des talibés. Eux, on les oublie. Or, ce sont les universitaires de système éducatif-là. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci.